Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission de Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord, comme d'habitude, avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier et nous nous intéresserons aujourd'hui à l'investissement dans les biens immobiliers historiques. Nous en parlerons avec Loïc Guinchard, directeur commercial de Bulle d'Invest. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous ferons un focus sur le crowdfunding immobilier. Comment le crowdfunding s'est-il étendu à l'immobilier? Que finance-t-on avec ce crowdfunding immobilier? Quelles performances attendre? À quels risques à faire attention? Nous en parlerons avec Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fundimo, et Gauthier Allard, directeur général de Clubfunding. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts du secteur patrimonial. Smart Patrimoine, c'est parti! Et on commence donc avec un patrimoine thématique consacré, comme tous les lundis, à l'immobilier. Et on va évoquer aujourd'hui en particulier l'investissement dans un bien historique. Nous en parlons avec Loïc Guinchard, directeur commercial de Bulle d'Invest. Bonjour Loïc Guinchard. Bonjour Nicolas. Alors, c'est un peu particulier cette idée d'investir dans un bien historique. Comment est-ce qu'on peut le définir rapidement? Et on peut parler de l'activité de Bulle d'Invest en même temps. Ça veut dire quoi investir dans un bien historique? Alors, investir dans un bien historique, ça vient d'une loi qui voulait rénover les villes, les bâtiments historiques, une loi qui date de 62 d'André Malraux, et qui a conduit à rénover progressivement, au-delà des bâtiments remarquables, des musées, des théâtres et tout, aussi l'habitat urbain de centre-ville. Donc investir dans un monument historique, dans un Malraux, puisque c'est des classes d'actifs bien définies par des lois de finances qui se modifient d'année en année depuis 62. Je veux dire, c'est investir dans un appartement pour le confier en locatif souvent à des familles avec des enfants et tout, en centre-ville, mais avec des conditions très très particulières d'accession à ce genre d'investissement. Ça n'empêche pas qu'on peut y accéder sans profiter de la défiscalisation en accession, mais le but du jeu, c'est de rénover les centres-villes, et j'allais dire, c'est très dans l'air du temps depuis 4-5 ans, avec tout ce qui a été fait, ce qu'on appelle les actions cœur de ville, jusqu'à la prolongation récente de la loi de Normandie. Alors, on va parler des différentes lois et des différentes fiscalités associées. Juste avant, un bien historique, qu'est-ce que c'est? C'est une période particulière? Ça s'arrête à une certaine date? Qu'est-ce qui est défini comme bien historique? Très bonne question. Alors, c'est une ville, dans le cadre de la loi de Normandie depuis 2018. C'est un périmètre dans certaines villes, dans le cadre de la loi Malraux. Et un monument historique. Des centres-villes, par exemple? Oui, tout à fait. Oui, toujours. Un périmètre dans une ville est toujours en hypercentre et tout. Et c'est un bâtiment, pour ce qui ressort du monument historique, qui est en hypercentre ou en périphérie. D'accord. Après, on rénove plus facilement en appartement un bâtiment historique en centre-ville pour y mettre des familles qu'un bâtiment industriel ou historique, je veux dire, en banlieue, à la campagne et tout. Mais alors là, vous nous parlez de géographie, que ce soit une ville ou un périmètre ou un bâtiment. Il y a des dates associées, par exemple, un bâtiment des années 70 peut être considéré comme bâtiment historique ou il a pas... D'accord, oui, lui aussi peut avoir besoin de rénovation et peut être considéré comme bâtiment historique. Alors, ma réponse sera triple. De Normandie, c'est tout un périmètre de ville. Hein. C'est un copier-coller de l'investissement neuf que tout le monde connaît depuis une quarantaine d'années pour soutenir, les dépôts de permis de construire et puis la livraison de logements neufs. Mais donc le de Normandie va être consacré à l'ensemble des bâtiments d'un périmètre urbain d'une ville. D'accord. Donc en fait, on va définir le périmètre, peu importe quels soient les bâtiments. Une liste de villes, voilà. Il y en a plus de 245 pour être précis en France aujourd'hui, et donc tous les bâtiments vont être concernés avec des modalités de rénovation qui va inciter l'investisseur à acheter, à rénover, à y mettre une famille en locatif. D'accord. Okay. Le Malraux, il y a beaucoup moins de villes. Il y a des villes qui méritent d'être rénovées en centre-ville, dont un périmètre restreint permet de rénover ces appartements dans un immeuble. Le Malraux est même de deux ressorts. Il y a du Malraux pour des quartiers remarquables à 30% de réduction d'impôt, et du Malraux un peu moins remarquable à 22% de réduction d'impôt. Quartiers remarquables, donc là on revient vers ce qu'on appelle le historique du coup. Oui, tout à fait. Très historique, de villes diverses et variées qui vont du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre beau pays où tout est à visiter. Et là pareil, ces villes sont choisies en fonction de leur intérêt historique ou là pour le coup c'est plus elles sont choisies en fonction de leur elles font l'objet, si vous voulez, de critères qui respectent la loi d'origine qui a été bien modifiée depuis 62, où les édiles, les maires ont petit à petit, pour rénover leur centre-ville qui était peut-être délaissé,
ou négligé depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque l'historique de la loi, c'est 62, d'ailleurs, vont faire tout le nécessaire pour faire classer leur ville en Malraux. D'accord, je comprends, pour ensuite faire revenir une population au cœur du centre-ville. Ouais. Et le troisième type de bâtiment, c'est les monuments historiques. Alors le monument historique, il est inscrit, le gros de l'inscription, et je vais dire de la mécanique d'inscription, c'est 1913, et vous avez des bâtiments un peu partout. Alors ça peut être des bâtiments, pour être plus loin, bâtiments industriels, des bâtiments historiques. On ne va pas parler uniquement de l'hôtel de la Marine à Paris ou Notre-Dame, mais ça peut être une habitation historique. Voilà. Ça peut être la Cité radieuse à Marseille. Donc ces bâtiments, à l'instant T, ont fait l'objet d'un classement particulier pour qu'ils soient entretenus. Voilà. Et certains ont vocation à être de l'habitation. Et certains ont vocation à être de l'habitation. Alors ça pose pas mal de questions, peut-être d'abord sur les dispositifs fiscaux qui y sont associés, puisque vous nous avez parlé déjà de 3 lois, de Normandie, Malraux ou Monuments historiques. Concrètement, si moi demain je veux acheter un bien, déjà je peux acheter un bâtiment dans un périmètre, dans une ville et cumuler les 3 dispositifs, et on va peut-être détailler ces 3 dispositifs. Presque. Ah, d'accord. De façon caricaturale. Oui. Voilà. Alors c'est pas le... j'allais dire, c'est du droit commun pour être pompeux, mais oui, ça serait possible. D'accord. Un monument historique dans un périmètre Malraux d'une ville de Normandie, de façon tout à fait théorique, ça existe. D'accord. Okay. C'est très rare, mais ça existe. C'est le phénomène des ensembles qui s'emboîtent. Bon, c'est pas ma quotidienneté par rapport... Et alors, sur ces 3 lois, que vont me faire... quel impact ça va avoir sur l'investisseur, sachant que, je rappelle juste, l'investisseur, il achète un appartement ou un bien, et ensuite, il y a quand même un engagement de rénovation, c'est là où vous intervenez d'ailleurs, c'est qu'il y a le conseil et la rénovation, et il y a derrière un dispositif fiscal. Quels sont ces 3 dispositifs avec ces 3 lois ? Toutes ces lois, surtout Malraux et Monuments historiques, sont sous les obligations de rénovation qui sont analysées, suivies par l'architecte des bâtiments de France. D'accord. Parce que l'État, Bercy, ne va pas distribuer des millions d'euros tous les ans, depuis 50-60 ans, pour que les gens se fassent plaisir à rénover. Comme on dit, il faut rénover dans les règles de l'art. Bien sûr, il faut rénover. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Les 3 dispositifs sont très différents. Le de Normandie, on va l'évacuer très vite parce que c'est le plus jeune, le plus récent, le moins répandu. Donc, c'est des villes, donc il va se développer. Il est sorti de toutes ces réflexions Action Cœur de Ville que nous avons eues, nous, avec certains maires, comme la mairie de Châtellerault et le ministère, pour dire il y a des périmètres en centre-ville qui sont très dégradés, il y a des périmètres en centre-ville qui aujourd'hui, après 40 ans de désertification de centre-ville, où on a externalisé tout le monde, un petit peu en périurbain, avec les hypermarchés en périurbain, la petite maison, le portail et tout. D'où des centres-villes aujourd'hui qui sont paupérisés et qui ont besoin d'être reboostés. D'où la loi de 18, décret d'application 19, et petit à petit, des opérateurs comme nous vont capter des villes. Nous, on est présent chez Ville d'Invest de Normandie, on est présent à Senlis, même une ville à la fois royale et impériale. On est présent à Châtellerault, on est présent à Limoges. Après, le gros de ce type d'investissement, on va revenir au Malraux et aux monuments historiques. Commençons par le monument historique. Le monument historique, je vous disais précédemment, Nicolas, c'est un bâtiment. Donc le bâtiment est classé, il a des contraintes énormes de rénovation et il va pouvoir faire l'objet d'une rénovation dans le cadre de création d'appartements, toujours sous les fourches codines de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, on achète l'immeuble et on Alors moi, j'achète l'immeuble et après, les investisseurs peuvent acheter 1, 2, 3 appartements. Ou sur des petits monuments historiques, un investisseur comme vous pourrait acheter le bloc. Un bloc, c'est 3-4 appartements d'un charmant petit immeuble en hypercentre d'une ville X. Et alors là, juste pour bien comprendre, il l'achète directement et ensuite il applique, ou il passe par vous parce que c'est tellement réglementé qu'il faut passer par un intermédiaire quand on veut acheter en monument? Alors un particulier pourrait tout à fait faire une opération seul. C'est assez complexe. Complexe par rapport aux obligations vis-à-vis de l'architecte des bâtiments de France. C'est complexe vis-à-vis des droits qu'on a en termes de réduction d'impôts ou en affalement du revenu global. Bien sûr. Donc être accompagné par un professionnel comme les 4-5 opérateurs qui existent comme nous en France, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est parce que, si vous voulez, toute subvention, c'est pas des subventions, mais
toute contribution à une rénovation, j'allais dire, est bien évidemment contrôlée bien sûr, par les finances publiques. pour vérifier effectivement que ça reste dans les clous. Donc on achète un immeuble, on peut ensuite ou alors on l'achète directement, ou vous l'achetez ensuite on le divise en appartements. Et donc là, quel est l'avantage fiscal de cette loi monument historique? Alors reprenons les deux maintenant. Oui, d'accord. Le Malraux, si vous voulez, dans la philosophie de ce qu'on appelle la défiscalisation, horrible mot s'il en est, c'est la réduction d'impôts. D'accord. C'est-à-dire, il est comparable à toutes les lois de réduction d'impôts et de défiscalisation qu'on a eues dans le neuf, sauf que, si vous voulez, le Malraux va avoir un impact énorme, court par rapport aux investissements sur le neuf. D'accord. Le Malraux, la partie des travaux que vous faites à nos côtés, va générer 30% de la valeur de cet investissement en réduction d'impôts sur 1 à 4 ans, puisque la durée d'un chantier, entre le moment où vous allez faire l'acquisition de votre appartement en l'état, c'est-à-dire que vous achetez un appartement dans un immeuble qui n'est pas encore rénové, un appartement qui est tout moche, et il va faire l'objet de 1 an et demi, 2 ans de restauration. Et ça va vous permettre, pendant 1, 2, 3 ans, jusqu'à 4 ans, il y a du report, de réduire vos impôts. Là, on est en réduction d'impôts pure. Alors, il nous reste quelques secondes pour évoquer le reste des dispositifs fiscaux. Un seul, oui. Le monument historique. Le monument historique, c'est un double effet qui se coule. Je veux dire, il va affaler, la partie des travaux, 100%, va affaler votre revenu global. D'accord. Vous avez un revenu annuel de 100 000, vous avez des revenus exceptionnels de 200 000. Si vous faites l'équivalent en travaux, vous n'avez plus de revenus. Merci beaucoup Loïc Guinchard de nous avoir expliqué dans un temps assez court finalement beaucoup de dispositifs fiscaux associés à cet investissement dans un bien historique. Loïc Guinchard, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Bulle d'Invest et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. On se retrouve donc dans Enjeu Patrimoine où nous allons revenir à présent ensemble sur le crowdfunding immobilier. L'immobilier, le placement préféré des Français, peut en effet prendre différentes formes. Investissement en direct, en résidence principale ou secondaire, en SCPI, ce qu'on appelle la pierre papier, et également à présent grâce au développement des plateformes en crowdfunding immobilier. Que veut dire réellement cet investissement? Quels sont ses avantages? Quels sont ses risques? Nous en parlons avec Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fundimo. Bonjour Jérémy Benmoussa. Bonjour. Et nous en parlons également avec Gauthier Allard, directeur général de Club Funding. Bonjour Gauthier Allard. Bonjour. Deux professionnels du crowdfunding immobilier en plateau. Vous êtes concurrents, mais en même temps parfois partenaires, ou en tout cas vous avez des visions complémentaires sur le sujet. On va détailler ensemble ce que c'est que cet investissement. Déjà, le crowdfunding immobilier, on peut peut-être tenter une première définition avec vous, Jérémy Benmoussa. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, le crowdfunding immobilier, c'est un produit de placement financier par voie obligataire qui permet à des particuliers, à partir la plupart du temps de 1 000 euros, de prêter une partie des apports en fonds propres nécessaires aux promoteurs et marchands de biens de l'immobilier pour leur permettre de lancer la construction de leur programme. Donc c'est toujours, là, vous avez dit obligataire et apport en fonds propres, c'est toujours selon ce fonctionnement-là, à savoir on a un projet immobilier porté par un professionnel de l'immobilier qui fait de la promotion immobilière et finalement le crowdfunding immobilier où l'argent levé va permettre un apport en fonds propres vis-à-vis de la banque ensuite pour aller chercher le complément ? Tout à fait. Le promoteur a un coût de revient théorique de 100. Il va solliciter sa banque pour obtenir le crédit bancaire. La banque va lui octroyer environ 50% de ce prix de revient. Mais pour lui octroyer ces 50%, elle va exiger du promoteur qu'il mette environ de sa poche 10% en apport en fonds propres pour permettre de débloquer le crédit. Le crowdfunding immobilier vient financer une quote-part qui est située souvent entre 60 à 70% de cet apport en fonds propres exigé par la banque. Et ce sont les particuliers qui, via une plateforme Internet, viennent directement se rassembler pour prêter les fonds, sachant qu'en moyenne, sur l'année 2020, on est sur un prêt de 800 000 euros par projet. 800 000 euros par projet pour le crowdfunding immobilier uniquement. Voilà, tout à fait. C'est intéressant cette façon de faire, Gauthier Allard, parce que du coup, on met du prêt bancaire, enfin d'abord du prêt bancaire, ensuite du prêt à des particuliers, mais ce prêt à des particuliers est considéré comme de l'apport vis-à-vis de la banque, c'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Et comme le disait Jérémy, c'est vrai que les banques financent, alors pour des opérateurs marchands de biens, c'est même davantage, c'est à peu près 80% du coût global de l'opération. Et le financement participatif intervient sur 20% donc pour compléter le financement de l'opération. Et ce qui est intéressant pour un promoteur, c'est de pouvoir faire
grâce au financement participatif, davantage d'opérations. Parce qu'on imagine, quand un promoteur, notamment en région parisienne, se positionne sur un actif qui vaut, par exemple, 10 millions d'euros, donc il doit apporter 2 millions d'euros de fonds propres. Donc le promoteur ou le marchand de biens peut réaliser une opération, parce qu'il a la trésorerie pour, peut-être une deuxième, et ensuite, pour réaliser une troisième opération, il a faut besoin quand même de qu'il apporte relais. des fonds. D'accord. Exactement. Donc, historiquement, les promoteurs et les marchands de biens faisaient appel à des associés qui intervenaient du coup en capital dans les projets et qui demandaient une rémunération par rapport à la marge, ce qui était très coûteux pour les promoteurs et les marchands de biens. Et finalement, le financement participatif, même si facialement ça paraît relativement élevé, parce qu'on est sur des taux qui oscillent entre 8 et 12%, mais finalement, ça reste moins cher qu'un associé. Et alors, c'est là où, pour bien comprendre, vous dites que les associés intervenaient avant en capital. Jérémy Benmoussa, vous nous avez parlé d'obligataire. Le crowdfunding immobilier, c'est toujours de l'obligataire? On n'intervient jamais en capital directement? Non, le crowdfunding immobilier a vocation à faire entrer des investisseurs par voie obligataire, ce qui revêt plusieurs avantages. Déjà, pour l'investisseur, de ne pas être engagé au-delà de sa propre mise. Donc, dans l'hypothèse où une opération se déroulerait mal, l'investisseur qui investit 1 000 euros restera, entre guillemets, bloqué à cet investissement de 1 000 euros. Et puis, pour le promoteur, ça permet d'obtenir une source de fonds propres sans avoir, entre guillemets, les ennuis de la gestion d'une vie avec des associés, donc sur la vie de l'opération, sur telle ou telle décision de la vie impactante de l'opération, de pouvoir, comme l'a très bien dit Gauthier, rémunérer des fonds finalement entre 12 et 14% versus des fonds qu'il rémunérait plutôt entre 25 et 30% pour des associés. Donc ça permet un effet de levier et de rester maître à bord, de se focaliser on reste vraiment le sur seul la patron conduite à de bord, même si l'opération. on a plusieurs créanciers de plus. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne question. On a un créancier de plus qui est Fundimo ou Club Funding, ou on a 1000 créanciers de plus à hauteur de 2 000 euros chacun, Gauthier Allard? Alors, on a beaucoup d'investisseurs. En tant que promoteur immobilier, je précise, pardon, pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Alors, tout dépend des structurations. Donc, il y a des plateformes qui créent des sociétés intermédiaires qui vont venir financer le projet. Dans ces cas-là, il y a une société qui investit, donc une seule entité intermédiaire. Club Funding finance directement les projets, donc et les sociétés des promoteurs ou des marchands de biens. Par contre, il y a un représentant de la masse des obligataires, donc il n'y a pas de lien direct entre la société et les différents investisseurs. Il y a un seul interlocuteur qui est donc la plateforme qui représente la totalité, la masse des obligataires dans les discussions avec les promoteurs, dans le suivi. Donc le promoteur va faire un suivi trimestriel et ensuite les plateformes vont relayer auprès des investisseurs. Donc chacun contractualise directement avec le promoteur immobilier, mais n'est jamais en contact avec lui directement. C'est la plateforme qui prend le relais des discussions et négociations éventuelles. Exactement. Que ça corresponde à ma façon de voir l'évolution de mon investissement ou non, finalement. Puisque c'est pour tout le monde pareil. En fait, on choisit pas en fait sa façon de gérer selon un investisseur ou un autre. Alors, on traite effectivement l'ensemble des investisseurs dans une masse obligataire. Pour les grosses décisions, il peut y avoir des assemblées générales des masses des obligataires. D'accord, comme une assemblée de copropriétaires, finalement. Exactement, ouais. Ça peut arriver, mais dans les faits, donc bien souvent, de toute façon, le projet est relativement linéaire. Bien sûr. Il y a un investissement qui est fait et ensuite une date de remboursement, donc une date de maturité des obligations, et c'est à ce moment-là où il y a le remboursement des investisseurs. Jérémy Benmoussa, même fonctionnement du coup chez Fundimo? Alors nous, on a une approche un peu différente. D'accord, c'est intéressant de détailler les approches, bien sûr. Bien sûr. Nous, on rassemble nos investisseurs obligataires dans une SAS Créadoc. D'accord. Qui va avoir vocation ensuite à prêter les fonds aux promoteurs. Donc, et alors, du coup, les épargnants prêtent à la SAS, c'est ça? Tout à fait. La SAS émet un emprunt obligataire auquel souscrivent nos investisseurs en ligne. Une fois que la SAS a récolté l'ensemble des souscriptions et règlements, elle bascule les fonds chez le promoteur immobilier, ce qui nous permet d'entrer dans notamment les SCCV, les sociétés civiles de construction-vente, et du coup au promoteur immobilier de n'avoir à gérer qu'un seul créancier, qui est une société qui est intégralement gérée par Fundimo. Il y a une différence pour les épargnants de contractualiser directement avec le promoteur immobilier ou de contractualiser avec une SAS qui va ensuite contractualiser directement avec le promoteur immobilier. Ça change quelque chose pour eux ou... Alors, ça peut changer quelque chose. Nous, on intervient souvent sur la holding de tête. Donc, il y a un effet de garantie supplémentaire, étant donné qu'on a une garantie corporate en finançant directement la société.
Donc finalement, même si le projet financé est bien un projet défini dans le groupe, lorsque ce projet, ça peut arriver, et un peu plus de retard et des complications, dans ces cas-là, on exige au promoteur de nous rembourser tout de même sur ses fonds propres, parce que derrière, il a d'autres projets qui peuvent très bien se passer avec des marges qui sont relativement importantes, qui permettent de compenser D'accord, parce qu'on va financer la maison mère, effectivement, et pas le projet en particulier, je comprends. Du coup, justement, on en vient, parce que vous en parlez depuis le début, finalement, de ces potentiels risques qui peuvent émerger, enfin risques ou en tout cas questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis de cet investissement. Jérémy Benmoussa, aujourd'hui, quand on est investisseur, il faut faire attention à quoi quand on est prêteur, du coup, ou créancier, à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Alors, il y a plusieurs degrés, je dirais, d'attention à apporter. Déjà, avant de se rendre sur une plateforme, quand vous êtes décidé à creuser le sujet, déjà bien choisir sa plateforme. D'accord. Il y a deux éléments clés qui vont vous permettre d'orienter votre choix. Un, bien vérifier si la plateforme est régulée, puisque le métier du crowdfunding est régulé. Donc c'est quoi, c'est un agrément AMF, ça, pour le coup ? Alors, c'est un agrément AMF ou ACPR. Vous avez des plateformes qui sont CIP, Conseil en investissement participatif, qui est l'agrément aujourd'hui de 95% des sociétés du crowdfunding immobilier. Et vous avez deux acteurs qui sont prestataires de services d'investissement, qui sont sociétés d'investissement, dont Fundimo, qui sont PSI, qui sont régulés par l'AMF et la CPR. Donc, en tant qu'investisseur, assurez-vous bien que la plateforme est régulée. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Orias. Ça va changer quoi que la plateforme soit régulée ? Elle a mis en place... On est sûr de récupérer ses fonds à la fin ou... Si seulement. Non, c'est plus compliqué que ça. Si seulement. Encore qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, mais l'historique de performance est très bon sur le marché, mais ça permet d'avoir affaire à des professionnels qui ont été audités par l'autorité des marchés financiers, qui ont mis en place des procédures, qui ont aussi une procédure de gestion extinctive dans le cas où la plateforme viendrait à faire faillite demain. Et puis, ça permet d'avoir affaire à une plateforme qui est contrôlée régulièrement par le régulateur. Okay. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'une plateforme non régulée, qui peut du coup sortir un peu... Donc on fait attention à sa plateforme, et ensuite quand on veut investir concrètement dans l'immobilier, moi il y a une question que je me poserais, c'est parce qu'on le rappelle, c'est vrai que ça sous-tend dans nos discussions, mais on investit dans des projets qui n'existent pas. On investit dans des projets qui ont vocation à émerger finalement de terre, c'est bien ça, c'est systématiquement ça. Oui. Ah, pas forcément, là je sens que non. Pas tout à fait, c'est des projets qui sont existants, et c'est d'ailleurs l'avantage de financer via des plateformes de crowdfunding des projets immobiliers, notamment la classe des marchands de biens. Donc on achète des immeubles qui sont déjà bâtis. Qui sont déjà bâtis, d'accord, c'est pas seulement sur plan. Okay. Ça représente un peu plus de 50% du volume du marché du crowdfunding immobilier. Donc on finance pas simplement des promoteurs qui vont construire complètement donc un bâtiment neuf sur un terrain nu. Donc il y a aussi... Ah oui, donc il va rénover ou les marchands de biens vont rénover, ils vont réaliser des travaux relativement importants, ils peuvent restructurer complètement un immeuble pour ensuite le revendre soit à la découpe, soit en bloc à des investisseurs institutionnels. Et donc, quand on analyse ce type de projet, il faut être assez vigilant. Donc, il y a des risques. Il y a un risque de commercialisation. Est-ce que le promoteur ou le marchand du bien va réussir à vendre au prix indiqué ? Et il y a également un risque de travaux. Est-ce que le marchand de biens ou le promoteur a réussi à bien calibrer le coût travaux de l'opération ? Et il y a également... Un troisième risque, juste pour finir, un risque administratif qui est donc l'obtention des permis de construire et de toutes... D'accord, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, le financement arrive donc avant l'application réelle des travaux. Et donc là, il y a également un risque que ça n'ait pas lieu. Mais bon, donc dans ces cas-là, on se fait rembourser directement. Alors, pour compléter... pour compléter d'abord les risques. Gauthier a très bien décrit le processus pour les marchands de biens. 50% du marché est aussi focalisé sur les promoteurs. Quand vous dites que le projet n'existe pas, si, le projet existe. Déjà, il y a un terrain qui est identifié. Le promoteur a obtenu un permis de construire purgé de tout recours. Les plateformes n'interviennent pas avant que ce PC soit purgé. Donc, administrativement... purgé de tout recours, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut se mettre entre le promoteur et le fait que l'immeuble sorte de terre, c'est ça ? Voilà, il n'y a plus de risque. Le risque administratif n'existe plus. D'accord. Donc, administrativement, le projet existe bien. D'accord. Oui, je parlais concrètement, je parlais visuellement, moi. Mais, oui. Donc, si demain vous êtes investisseur en crowdfunding et vous vous rendez devant le foncier objet de l'opération, vous allez avoir deux cas. Soit vous venez d'investir et donc le terrain, en quelque sorte... est vide, mais vous allez voir le panneau du permis de construire qui a été purgé.
avec des travaux qui ont sûrement démarré, soit le promoteur a commencé à construire et on est en hors d'eau, hors d'air. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au moment où concrètement l'investisseur va entrer dans l'opération, donc au moment où il va souscrire sur une plateforme de crowdfunding immobilier pour une opération de promotion, le PC est purgé de tout recours, l'immeuble est pré-commercialisé entre 40 et 50%, déjà sur plan. Les études de sol ont été réalisées. Donc l'investisseur arrive au moment le plus concret de l'opération où le promoteur va acheter le terrain et construire. Alors justement, il nous reste quelques minutes pour... donc là, on a parlé des risques. Je pense qu'on a identifié un petit peu ces risques-là. Gauthier Allard nous avait parlé de risques de commercialisation. Alors, dites-moi si je me trompe, mais du coup, on prête de l'argent à ce promoteur immobilier qui va nous payer un rendement. Ce rendement, il vient quand même du fait à un moment que ce promoteur gagne de l'argent, et gagne de l'argent en vendant ou en louant les appartements qu'il a construits ou rénovés. Quel rendement on peut espérer et qu'est-ce que ce rendement veut dire? Peut-être Jérémy Benmoussa d'abord et ensuite Gauthier Allard. Alors, ce rendement, on voit qu'il s'établit et qu'il se stabilise au-dessus de 9% par an depuis 2016. D'accord. Puisque, avec Fundimo, on publie le baromètre du crowdfunding immobilier depuis 2016. Donc, on se rend compte de l'évolution de ces rendements. C'est un rendement qui, effectivement, est en face d'un risque. On observe, à l'inverse, sur ce risque... Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Ça marche comme sur les marchés financiers C'est la même mécanique. Ce qu'on observe en revanche sur la performance, c'est que l'investisseur a prêté à plus de 9% depuis 2016 et qu'en face de ça, le taux de perte est de 0,1%. Donc le risque est aujourd'hui très bien Est-ce qu'il y a un risque de jamais revoir son argent ? À terme, vous avez un risque de capital. Si le promoteur n'est plus en mesure d'aller au bout des travaux ou a énormément de mal à vendre les derniers lots de l'opération, si bien qu'il soit obligé de les dégrader pour s'en débarrasser, il y a un risque pour l'investisseur de ne jamais retrouver sa mise. Et c'est là, du coup, j'imagine, où les plateformes interviennent pour quand même vérifier qu'on fait confiance à des gens qui savent un peu ce qu'ils font. Et exactement, c'est le rôle des plateformes de sélectionner les projets. Et avant que le fonds propre soit impacté, donc l'investissement des investisseurs, il y a d'abord une couche de marge, la marge de l'opération, qui va permettre d'absorber ces fluctuations au niveau de l'opération. Donc une augmentation du coût de travaux, il va y avoir d'abord un impact sur la marge, et les investisseurs vont quand même pouvoir récupérer leurs fonds. Et il y a également aussi des niveaux de garantie mis en place, et donc ça c'est propre à chaque plateforme. Il peut y avoir donc des garanties comme des cautions personnelles des dirigeants qui portent le projet. Il peut y avoir également des garanties... des dirigeants, des promoteurs immobiliers. Des promoteurs immobiliers qui ont du patrimoine par ailleurs. Il peut y avoir également des sociétés qui détiennent du patrimoine parfois même de plusieurs millions d'euros, qui le mettent en garantie. Donc il y a tout un environnement de garantie qui permet de sécuriser l'investissement des investisseurs. Et alors il nous reste vraiment quelques secondes, mais je trouve intéressant quand même d'aborder ce point parce que quand on parle de construction immobilière, c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a des retards et si retard, qu'est-ce qui se passe? Qui veut répondre en 10 secondes maximum? Gauthier Allard, peut-être ouais. Alors, il peut y avoir des retards sur des projets qui sont dus à des complications au niveau des travaux. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un retard? Il y a une négociation qui se fait avec la plateforme. Club Funding, dans ces cas-là, met en place souvent une augmentation du taux d'intérêt pour compenser le fait que les investisseurs vont avoir un décalage au niveau du remboursement. Et ensuite, c'est simplement donc le remboursement va pouvoir se faire dans les temps une fois que le promoteur aura pu finaliser son opération. Merci beaucoup, messieurs. Gauthier Allard, je rappelle que vous êtes le directeur général de Club Funding. Jérémy Benmoussa, vous êtes le président du directoire de Fundimo. Merci de vous être prêté à cet exercice complexe de définir le crowdfunding immobilier en 15 minutes. Mais bravo, c'est beaucoup plus clair, je trouve. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux professionnels du secteur patrimonial et notamment à ceux qui émettent les produits de placement, mais pas que. Des chroniqueurs également nous accompagnent pour répondre aux questions que l'on se pose dans le secteur et nous avons été rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine et au sommaire. Aujourd'hui, tout d'abord, dans le Club Macro, nous recevrons Jérémy Tubiana qui est le responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lyxor Asset Management. Et avec lui, nous parlerons méga tendance et d'un type d'ETF qui se développe de plus en plus.
Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Johan Schwiman, le président de Seven Capital, avec qui nous parlerons de performance absolue en gestion de fortune. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Dans le Club Expert, notre chroniqueur du jour sera Maître Antoine Ravel d'Esclapon. Et nous parlerons avec lui de toutes les possibilités qui s'offrent à nous quand on est en couple. Donc le thème sera la participation aux acquets. Comment? C'est en fin d'émission. On se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Et c'est le Club Macro. Notre invité est avec nous sur le plateau. Il s'agit de Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour à vous deux. Vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lyxor Asset Management. Alors, on va parler avec vous d'ETF, de méga tendances. Alors, c'est vrai qu'on connaît bien les ETF classiques, CAC 40, S&P 500. Mais c'est vrai que les ETF, on le vend en poupe, ça c'est certain. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés, que ce soit par les investisseurs particuliers, mais également par les CGP. Mais il y a un nouveau type d'ETF qui a attiré notre attention, que vous connaissez bien également et qui je crois qu'ils commencent à se développer de plus en plus. Vous allez bien sûr nous en parler. Ce sont les ETF Megatrend. Et ils tournent autour, ils capturent les méga tendances, hein, c'est bien ça? Exactement. Donc ce qu'il faudrait déjà qu'on comprenne peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'une méga tendance? Effectivement, les méga tendances, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Finalement, on peut le définir comme de nouvelles forces sociales, environnementales, économiques, qui vont redessiner le paysage de nos vies au quotidien, de nos sociétés, de notre environnement de manière générale. Donc c'est quelque chose qui va nous accompagner, c'est un phénomène qui va nous accompagner aujourd'hui, mais aussi demain et peut-être encore sur du très long terme. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer chez Lyxor ETF des solutions d'investissement via des ETF qui vont permettre aux investisseurs d'accompagner cette évolution, ces évolutions qui vont toucher tous les secteurs et donc toutes les tendances, les méga tendances. Qu'est-ce qu'on a repéré comme méga tendance? Alors voilà, c'est là où l'exercice a été un peu compliqué, mais il a fallu définir les thèmes les plus importants. Et donc chez Lyxor, on a défini 5 méga trends. On va retrouver par exemple la digital economy, donc l'économie digitale, les technologies de rupture, donc disruptive technology, la mobilité du futur, future mobility, les villes connectées, smart cities. Et enfin, la génération millennials dont on parle de plus en plus. Et donc ça, finalement, c'est les 5 tendances qu'on a définies avec MSCI. MSCI, c'est un créateur d'indices avec lequel on a collaboré sur ces indices, justement, sur ces ETF-là, et qui nous ont permis de proposer 5 produits, 5 ETF, qui, on va le voir, sont une véritable innovation de par leur construction. Et alors, ce qui est surprenant quand on regarde ces 5 thématiques, alors c'est peut-être à l'intérieur de chaque, mais c'est qu'il n'y a pas de ISR, norme ESG ou investissement durable. Si, justement. Après, si. En fait, on a été... quand même une des grandes... Si on devait citer une tendance actuelle, ce serait la première. Alors, c'est un très bon point. C'est un très bon point. En fait, on a voulu créer des ETF méga trend, donc qui suivent ces tendances qu'on a évoquées, en intégrant d'ores et déjà des critères ESG. Donc en fait, dans la construction de l'indice, MSCI a travaillé sur des exclusions pour proposer aux investisseurs des ETF ESG. Ah, donc ils sont dans chacune de ces méga-trends. Exactement. Donc en fait, on a un disruptive technology ESG, un future mobility ESG. Et pour la petite anecdote, on les a tout récemment, ces 5 ETF ont récemment obtenu le label ISR. Donc ce qui montre bien qu'on est dans cette démarche. D'une part, couvrir des méga trends et d'autre part, cette fameuse thématique ESG. Alors, de manière générale, chez nous, la thématique ESG, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on a lancé des ETF depuis bien longtemps ESG. On a même lancé des ETF climat alignés aux accords de Paris. Donc, c'est un vrai sujet et il était très important de pouvoir lancer ce type de produit méga-trend en intégrant un billet ESG d'ores et déjà. Oui, donc c'est même plus une méga-trend, c'est un contexte dans lequel vous regardez les méga-trends. D'accord, c'est plus clair. Ok, d'accord. Et après, finalement, l'important, c'est de savoir comment on a construit, parce que vous l'évoquiez, Laura, c'est cette particularité des ETF. On connaît les ETF CAC 40, MSCI World, S&P 500, Nasdaq, qui sont très développés et très sollicités par les investisseurs particuliers ou les CGP de plus en plus. Et là, en fait... c'est très intéressant la façon dont on a travaillé avec MSCI pour proposer ces indices.
En fait, on sait qu'un ETF réplique simplement un indice, ok, mais là, on a été plus loin. MSCI, c'est un acteur reconnu mondialement pour le travail de données, l'analyse des données. Ouais. Donc, MSCI va travailler sur l'élaboration de mots-clés adaptés à chacune des tendances pour définir un univers d'investissement, D'accord. en intégrant également des critères ESG comme on l'a vu. Donc ça, c'est le big data, l'intelligence artificielle qui va permettre de construire l'univers. Là où on est très innovant, c'est qu'on va intégrer un biais humain. On peut dire que la gestion ETF, c'est un biais sans humain, c'est la gestion passive. Bah là, on a voulu intégrer un biais humain, puisqu'il existe dans chacun des ETF un comité d'experts qui va revoir les fameux mots-clés qui vont permettre de définir l'univers. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, le lien entre le mot-clé et le fait d'investir sur des indices qui eux-mêmes, du coup, vont chercher des entreprises à un moment, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? En fait, on va définir des mots-clés, des secteurs qui vont permettre finalement de capter des tendances. D'accord. Par exemple, la thématique robotique, ça va être, le mot robotique, on va peut-être le retrouver dans la thématique digital economy, par exemple. D'accord. Ok, je comprends. Ou dans la thématique future mobility. Et ça veut dire que robotique, on peut le trouver dans l'automobile, dans l'électroménager, voilà, on ne va pas chercher par secteur d'activité, mais avec ce mot-clé précisément qui va aller ensuite le chercher dans l'intégralité du marché. Et donc on va aller en descendant progressivement pour définir in fine un univers pour chacune des thématiques. Et la particularité, c'est l'intégration d'un board d'investissement, d'experts qui vont revoir ces mots-clés à horizon tous les 6 mois à peu près, pour donner, pour permettre à l'univers de bouger dans le temps. Parce qu'on a bien compris que ce sont des méga trends. L'objectif, et c'est ça la particularité par rapport aux autres solutions qui peuvent exister, c'est que l'univers n'est pas figé, il va évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'un bon mix entre gestion active et gestion passive. Et c'est ça la particularité de ces ETF-là. Et donc, on les a lancés il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a obtenu ces labels ISR. Et donc, cette combinaison intelligence artificielle, gestion active et gestion passive permet d'avoir un support d'investissement qui va permettre de capter toutes ces tendances-là. D'accord. Mais c'est vrai que, Jérémy, on le sait, les ETF, même les gérants actifs le disent, ils ont tendance à avoir quand même gagné la partie. Et pourtant, c'est de la gestion passive. Vous êtes quand même, vous, très actif. Vous en créez beaucoup. Pourquoi en créer autant ? Pour répondre à la demande, tout simplement, on a une demande. On a des portefeuilles qui sont construits avec des allocations, on va dire, vanille, avec des indices simples. Mais il est important de pouvoir capter toutes les tendances qui peuvent s'offrir aux investisseurs. Donc, capter la tendance de la digital economy à proprement parler, c'est un choix d'allocation, c'est un billet que veulent prendre ou les investisseurs particuliers, ou les conseillers en gestion de patrimoine, ou des gérants de fonds, par exemple, ou des institutionnels de manière générale. Donc, ils veulent pouvoir investir sur ces thématiques-là. Il y a peut-être des thématiques qui existent, comme le Nasdaq, qui vont peut-être de près ou de loin couvrir ces thématiques-là. Là, on est vraiment sur un choix. Quand on veut investir sur un indice vanille comme le CAC 40, j'investis sur la France. Maintenant, on peut offrir aux investisseurs la possibilité d'investir uniquement sur les villes connectées. De manière mondiale. De manière mondiale, effectivement, et de manière très diversifiée. C'est vrai que souvent, dans ces thématiques-là, on peut reprocher à certaines gestions d'être très concentrées. Là, on a des univers très larges qui permettent justement d'être assez diversifiés. Et donc, ça fait partie des points majeurs de la construction de ces indices-là que l'on a fait avec MSCI. Alors, quand on suit le CAC 40, le Nasdaq ou le S&P 500, les performances, c'est assez simple à comprendre. Du coup, on suit l'indice. Quand on parle de digital economy, de disruptive technology ou de future mobility, c'est quoi les performances? Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes performances alors qu'on est dans la prospective, on est dans des marchés qui se construisent et dans des entreprises qui elles-mêmes, en fait, façonnent le monde de demain, mais sont pas forcément toutes rentables? Alors évidemment, performance passée ne préjuge pas des performances futures. Donc il y a des thématiques qui ont mieux marché que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'avoir 5 thématiques, même si elles couvrent les 5 des méga trends, on pourrait dire. Ce sont lesquelles d'ailleurs qui ont le mieux marché Alors je crois que la digital economy, je ne veux pas vous dire de bêtises, j'ai pas les performances des 5 en tête, mais ce qu'on a remarqué, c'est que toutes ne marchent pas ne vont pas dans le même sens. Donc il y en a certaines qui marchent plus que d'autres, d'autres qui marchent un peu moins bien. Donc forcément, on s'aperçoit que le choix de l'allocation va être important. Donc choisir quelle méga tendance va mieux marcher qu'une autre, c'est un choix important. Finalement, comment on va suivre ces évolutions, ces performances? Sur notre site internet, on a la publication des VL et de la performance des indices au quotidien. Et
Ensuite, On peut suivre ça de près, finalement. de très près, Ouais. quel mégatrend va mieux marcher, c'est au choix du conseiller ou de l'investisseur particulier ou du gérant de fonds de faire son propre choix, son propre billet, en analysant les univers. C'est pour ça qu'on dit souvent que la gestion passive, ça réplique simplement qu'un indice, mais l'indice est construit d'une certaine façon qu'on va peut-être suivre et analyser. C'est un vrai travail de sélection qui est fait, au même titre que je choisis mes gérants actifs de par leur qualité de gestion et de par leur univers. Je vais choisir mes ETF de par leur qualité de gestion et de leur univers. Est-ce qu'il est équipondéré ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont... Non, ils ne sont pas équipondérés. On a des petites pondérations à chaque fois, justement, pour offrir une vraie diversification à l'intérieur de l'univers, et donc c'est un point important. D'accord. Rapidement, peut-être les performances, ça a été lancé en mai 2020, c'est trop tôt pour en parler ou on a quand même une idée? On a une idée, les performances sont globalement positives. Le point le plus important, je pense, c'est de souligner le référencement de ces ETF, parce que une fois qu'on dit qu'on a lancé des nouveaux produits, ce qu'attendent les investisseurs, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être référencés dans des contrats d'assurance vie ou pas. Et en l'occurrence, c'est le cas, que ce soit pour les investisseurs particuliers ou les investisseurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ces ETF-là ont commencé à être référencés dans la majeure partie des contrats. On va les retrouver, que ce soit dans les assurances vie, dans des PER, ou évidemment dans des comptes titres. Ils ne sont pas éligibles au PEA, mais on va pouvoir les retrouver et les intégrer dans ces allocations sans aucun problème. Voilà. Merci beaucoup, Merci Jérémy Tubiana. Je rappelle que vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lyxor Asset Management. Merci d'avoir été avec nous. La performance absolue dans la gestion de fortune, c'est tout de suite dans le Club Action. C'est l'heure à présent du Club Action où nous avons le plaisir de recevoir Johan Schuyman, le président de Seven Capital, avec qui nous allons parler de performance absolue dans la gestion de fortune. Bonjour Johan Schuyman. Bonjour. Bonjour Yann. Alors, la performance absolue, c'est une stratégie. On va peut-être commencer par définir ce que c'est. Une stratégie qui est même le cœur d'activité de Seven Capital. Alors, vous allez le dire mieux que moi, mais c'est cette idée d'aller chercher de la performance quand les marchés vont bien et de protéger au maximum son portefeuille pour qu'il soit résistant, résilient quand il y a un choc sur les marchés financiers, c'est ça? C'est tout à fait ça, exactement. Alors, pour faire ça, en fait, on va utiliser une stratégie de gestion qui est basée sur les momentum. Donc, ce qu'on appelle le momentum, en fait, c'est une sorte de recherche de tendance. Donc, une recherche de capacité de surperformance d'un titre par rapport à un indice, ou d'une tendance de marché et multimarché, donc c'est aussi bien les actions monde que les taux, aussi les trois grandes courbes monde. Avec un point qui est important, c'est un point sur la liquidité, parce qu'en fait, je dirais quelque part dans ce monde de la gestion de fortune, les risques les plus dangereux sont les risques d'illiquidité. C'est d'ailleurs ce qu'on a connu au moment du crash Covid, parce que là, il y a eu un gigantesque choc. Il faut rappeler quand même que c'était même écrit dans les Échos au mois de mai l'année dernière que la Banque centrale avait sauvé toute la partie monétaire. Donc, toute cette partie de gestion de fortune doit être... On doit pouvoir sortir à temps, c'est ce que vous nous dites. Alors, on doit surtout ne pas être exposé à des risques de liquidité. D'accord. Donc, là, je reviens un petit peu sur cette branche gestion de fortune qu'on est en train qu'on développe maintenant chez Seven Capital. C'est une approche de performance absolue, et cette performance absolue, en fait, c'est la préservation du capital. D'accord. Cet univers, alors, quelque part, c'est un petit peu retour au basique de ce que c'est que la gestion de fortune. C'est d'abord préserver le capital, préserver le patrimoine, et avoir un certain nombre de degrés de risque auxquels on est prêt à s'exposer pour pouvoir faire de la surperformance. Donc, nous, on a développé notre technologie qu'on a maintenant depuis 15 ans dans ce domaine de la performance absolue. Alors l'avantage de la performance absolue, c'est que plus le track record est long, plus vous avez une capacité de compréhension de la résistance de la stratégie. D'accord ? C'est-à-dire que nous, par exemple, vous prenez le fonds, le Seven Force 5, qui est notre fonds historique. En 2008, quand le marché était à moins 60, le fonds sort plus 1,60. D'accord ? Donc, c'est un fonds qui est positif. C'est pour comprendre l'innovation ou la différence de Seven Capital par rapport aux autres, parce que surperformer quand ça va bien et résister quand ça va mal, tout le monde veut le faire. C'est pas le propre de Seven Capital. Donc, du coup, où est-ce que vous intervenez pour justement apporter une innovation dans cette stratégie-là ? Nous, en fait, on amène toute la technologie qu'on a développée pour gérer nos fonds. D'accord ? Donc, une gamme de fonds qui ont différents critères de risque. Donc, il y en a un, c'est Force 2, donc c'est 2 de vol, 2 de rendement,
Un force 5, c'est 5 de vol, 5 de rendement. Donc ça, c'est votre fonds historique, Ça, c'est qui le fonds s'appelle historique. maintenant Seven Force Voilà. 5. Et donc, en fait, on a pris toute cette technologie et on a créé, en fait, des portefeuilles pour pouvoir gérer des mandats bancaires et des mandats également d'assurance vie. D'accord ? Donc maintenant, on apporte, si vous voulez, une clientèle finale privée des blocs de gestion avec cette approche-là. Et donc, on va avoir pareil, un profil qui va être un profil prudent, qui est en fait juste préserver le patrimoine, le capital Ça, c'est le Force 2 et l'inflation. C'est ça, Johan? Alors, Force 2, en fait, Non. ça va être un peu le profil prudent et le profil trésorerie. défensif, puisque défensif, c'est inflation plus 1%. D'accord. D'accord ? Ok. On a vraiment un bloc pour les gens qui sont vraiment averses au risque Mhm. et qui veulent vraiment juste avoir cette notion de préservation du capital, puisque je rappelle que les investisseurs privés, je parle des investisseurs privés qui investissent là-dedans, en général, c'est le fruit de leur travail de Bien sûr. 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire sur plusieurs générations. Donc le but, c'est de préserver et de transmettre ce patrimoine. Et donc on a un autre bloc qui est un petit peu plus risqué, qui est plus proche du Force 5, qui est un profil équilibre. Donc là, c'est pareil, c'est 5-6 de vol, 5-6 de rendement, avec un recul potentiel maximum de 9%. Pourquoi ? On peut perdre Ça, jusqu'à c'est les 9%. pertes. Ouais, en fait, c'est le drawdown. notre technologie, c'est une technologie qui permet de pouvoir estimer quel va être le recul, ce qu'on appelle en langage anglo-saxon le drawdown max, C'est ça. ou le recul max potentiel, puisque en fait, si on ne sort pas, à un moment donné, on refait un nouveau plus haut. Donc, c'est quel est le temps, la période de recouvrement pour revenir à zéro. Et en fait, dans notre technologie, on sait que c'est à peu près 1,5 fois la volatilité. D'accord. Donc, quand on prend un Force 5-6, on sait qu'on a 9 de drawdown max avec 10 mois de récupération, donc pour refaire des nouveaux plus hauts. Mais ça, c'est pas mathématique. Vous prenez le fonds Force 5 qui a 15 ans de track record, qui a le crash de 2008, le crash de 2011, le crash de 2015, le crash de 2018 et le crash Covid. Complètement. Parce qu'on peut rappeler peut-être aussi ce qui s'est passé pour vous quand tout le monde était à moins 40, justement. Sur le Force 5, à fin avril, le fonds était flat. Ouais. Alors que c'est vrai que le reste de l'industrie, alors, il ne pouvait pas grand-chose. Je veux dire, le crash Covid, c'est un crash exogène. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet d'évaluer la qualité de la stratégie qu'on utilise chez Seven Capital, c'est-à-dire quelle est la capacité de résistance sur un choc exogène qui arrive de nulle part. Très, très violent. Ouais. Si on vous écoute, ce qu'on aurait pu comprendre, c'était que le Force 2 allait justement équilibrer avec le Force 5, parce que le Force 5 était risqué et le Force 2 non risqué. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, le Force 5 a résisté. Donc, comment est-ce qu'on protège un portefeuille ça dépend ce que vous appelez risqué. Force 5, c'est pas un fonds risqué. Il a 5 de vol, 5 de rendement et 9 de drawdown max. Quand vous avez que 9 de drawdown max, oui, bien sûr. le marché est à moins 40. Par rapport au Force 2, on l'imagine un peu plus risqué. Alors, mais le Force 2, lui, c'est 2 de vol, 2 de rendement, 3 de drawdown max. Donc voilà, vous savez, c'est également pour des poches de portefeuille un peu plus, je veux dire, on va avoir une approche un peu plus monétaire, un peu plus... voilà, les gens qui ne veulent pas prendre de risques sur 6 mois, sur 2 ans, on ne sait jamais. Vous pouvez très bien vous retrouver dans un creux. Si demain, vous rentrez dans un bear market pendant 5 ans, c'est compliqué. Mais du coup, là, et donc le Seven Force 10. Alors, Seven Force 10, on vient de le lancer. Exactement, c'est cette année. Ouais, on vient de le lancer. Parce qu'on a eu une forte demande d'un produit d'investissement qui utilisait notre technologie, mais qui soit capable de faire des grosses performances. Des performances beaucoup plus importantes. Et à un moment, il faut choisir entre les deux. Donc, effectivement, c'est là où vous allez un peu plus vers la performance. Parce que les investisseurs, eux, quand vous leur dites on fait 5-6, mais on vous protège, c'est bien pour les cœurs de portefeuille, mais voilà, il y a des investisseurs qui ont envie de prendre du risque. D'ailleurs, on l'a bien vu sur les 4-5 dernières années, quand vous avez des fonds qui faisaient 30%, tout le monde s'est jeté dessus. Il y a eu... Donc là, l'idée, c'était de se dire, en fait, on a cette technologie, on est capable de pouvoir fournir aux investisseurs un profil beaucoup plus dynamique, avec des objectifs de performance beaucoup plus élevés. Donc là, on est sur 10 de volatilité, 10 de rendement, mais c'est plutôt entre 10 et 12, et on a 15 de drawdown max. Donc l'avantage, c'est pareil, c'est que l'investisseur, grâce à notre technologie, on est capable de lui fournir l'information essentielle, ce qu'on appelle, nous, en fait, le taux de souffrance. Le taux de souffrance, c'est le recul max que va subir. Donc, alors, on ne sait pas exactement, donc c'est une espèce de fourchette. Bien sûr. 15, ça peut être 16, ça peut être 12. Donc, c'est ce qu'on accepte de perdre, voilà, oui. Voilà, donc on va se dire... Exactement. Donc, on va se dire, moi, je suis prêt, dans ma gestion, à subir ce taux de souffrance, ce taux de recul, de tel niveau, et en acceptant ça, je sais que je vais recevoir un niveau de performance de temps.
Alors ça. là, on parle de fonds, on parle de rendement, de performance, on parle donc du coup de ces algorithmes qui vous permettent de définir cette stratégie. Vous allez chercher tout type d'action dans le monde entier, ou il y a quand même des secteurs d'activité où vous vous dites ça, effectivement, ça me permet de conserver une partie de mon capital? Alors nous, la chose pour nous la plus importante, c'est la liquidité. Jamais on veut se faire attraper dans un choc de liquidité. Donc on ne va traiter que des large cap Europe. Donc en fait, on va prendre l'Eurostock 50, on va prendre les actions qui traitent plus de 10 millions d'euros et qui sont en euros. Donc ça nous fait un univers en Europe à peu près entre 200 et 250 titres sur lequel en fait on va calculer des momentum pour faire de la sélection de titres par du momentum. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les titres qui sont en surperformance avec le risque le plus faible. D'accord ? Donc ce sont les gagnants de demain. Bien sûr. Ça, c'est sur la partie action. Pour la partie couverture, en fait, on va utiliser les momentum, on va couvrir avec... Alors, pardon, ça c'est l'Europe. Les États-Unis, c'est pareil. On va prendre le S&P 500. Donc c'est action Europe, large cap Europe, large cap US. Et on va utiliser les futurs S&P et le futur Eurostoxx pour couvrir ou découvrir en fonction du momentum. D'accord ? Donc si on rentre dans un bear market, en fait, la partie action sera couverte, ça sera transformé en market neutral. C'est la raison pour laquelle en 2008, le fonds a fait plus 1,60. D'accord ? Puisqu'en fait, on générait de la performance, puisque notre fonds action de l'époque, à l'époque, c'était un market neutral, il a fait plus 5,30 en 2008, quand le marché était quand même à moins 60. Et pour tout ce qui est taux, en fait, on ne fait absolument pas de crédit corporate high yield qui, on a bien vu au moment du choc Covid, ont subi un gigantesque choc de liquidité et d'ailleurs qui ont été sauvés par la Banque centrale puisque en fait, tout ce qui est le quantitative easing, c'est du rachat de dettes comme ça. Donc on va faire que les trois grandes courbes. La courbe américaine, 2, 5, 10, 30. La courbe européenne, 2, 5, 10. Et la courbe japonaise, le 10 ans. Donc pas de crédit, pas de corporate, pas du L. Et on fait ça qu'à travers les marchés à terme, ce qui nous garantit une bonne fin des opérations. Donc on est sûr de ne jamais se faire attraper par un choc de liquidité. Merci Johan Schwiemann de nous avoir présenté du coup cette stratégie de performance absolue dans la gestion de fortune. Johan Schwiemann, je rappelle que vous êtes président de Seven Capital et on se retrouve quant à nous tout de suite dans le Club Expert. Merci. Vous regardez le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Maître Antoine Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. On va parler avec lui de la participation aux acquets. Bonjour Maître, vous allez bien ? Bonjour, très bien, merci. Merci d'être avec nous. Alors, quand on est un couple et qu'on décide de s'engager, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On va en parler. Pour commencer, comment puis-je organiser ma vie de couple juridiquement ? Alors, c'est un très joli projet, je ne peux que vous soutenir. Un peu comme au restaurant, vous avez trois possibilités. Soit le plat économique, le plat du jour, allez, on va dire le plat du jour. Et donc ça, c'est le concubinage. C'est une situation de fait. Vous vivez en couple. Le droit en tire quelques conséquences, et il en tire d'ailleurs de plus en plus de conséquences, mais vous voyez, la protection, elle est vraiment minimale. Mais soyons honnêtes, vous voulez vous protéger à minima aussi. Vous avez pris le plat du jour. Voilà. Après, il y a le menu économique. Ah, bon, là, c'est un peu mieux. Il y a menu, il y a aussi économique. Donc, c'est le PAX, le fameux PAX. C'est un contrat. Le contrat, vous pouvez déjà aménager un petit peu l'organisation matérielle. Néanmoins, c'est vrai que la protection est limitée. Par exemple, en matière successorale. Donc, ça reste un menu économique. Et puis, il y a le menu gastronomique, évidemment. C'est le mariage le plus développé, le plus étendu, et dans lequel vous avez la plénitude des effets. Alors, ne soyons pas hypocrites. Dès qu'il y a un enfant, dès qu'il y a l'acquisition d'un bien immobilier, quel que soit votre régime de couple, il y aura des conséquences importantes en cas de séparation. Donc, on a souvent le discours un peu hypocrite. Oui, mais on a 3 enfants, on a 5 biens immobiliers, on est ensemble depuis 20 ans, mais vous comprenez, on ne veut pas s'engager. Non, vous êtes déjà engagé. Absolument. Donc on a bien compris dans la façon dont vous les définissez que le menu gastronomique a peut-être un peu plus votre faveur. Revenons peut-être un petit peu sur ce que c'est qu'un régime matrimonial au sens potentiellement juridique du terme. Oui, exactement. Alors vous avez raison. Donc on parle de régime alors qu'on va au restaurant. Bon, bien sûr, ouais, c'est ça. Mais on va essayer. Alors, dans un menu gastronomique, il y a des plats qui vous sont imposés, nous sommes d'accord. Si vous vous mariez, la fidélité. Pas les fidélités successives, hein. Attention, la vraie fidélité. Ça va être également, bien sûr, la reconnaissance des enfants. Les enfants de l'épouse sont censés avoir pour père monsieur. Voilà, ça c'est un régime impératif. Et puis ensuite, il y a une partie supplétive, c'est-à-dire que vous pouvez y déroger, qui est comment on organise le patrimoine entre les époux. Qui est propriétaire de quoi ? Est-ce qu'on partage ? Est-ce qu'on ne partage pas ? Et c'est là qu'on a de la marge de manœuvre. C'est vraiment le cœur du régime matrimonial que l'on choisit par son contrat de mariage ou par un aménagement du régime matrimonial une fois qu'on est marié et qu'on veut le changer en cours de vie maritale.
Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces régimes? Alors, le régime communautariste a un immense avantage, c'est qu'on partage la richesse. Donc, tous les deux, vous voulez vous marier, il y en a un qui veut se consacrer un peu plus à la vie de famille, eh bien, la richesse que crée l'autre, elle est quand même partagée en deux. C'est donc pourquoi c'est le régime naturel des Français. Par défaut, ils sont mariés en communauté réduite aux acquets. Toutefois, ça peut avoir des inconvénients, d'abord parce que vous voulez peut-être un peu d'indépendance, chacun à votre gestion, et puis vous craignez les créanciers, et en particulier les créanciers professionnels, et qui peuvent manger tout le panier commun. Donc, existent en parallèle d'autres régimes qu'on appelle les régimes séparatistes. Dans un régime communautariste, 3 paniers, un jeu de mots pour vous, 3 paniers. On aura compris. Panier, paniaise. 3 paniers, le panier commun et les paniers qui sont donc dits propres à chacun des époux. Ouais. Alors que si on est dans un régime séparatiste, il n'y a que 2 paniers, un panier personnel à chacun des époux. Quel est l'avantage du coup de la participation aux acquets, donc ces fameux 3 paniers? Alors, la participation aux acquets, il y a 2 paniers. Ah, 2 paniers. il y a ouais. 2 paniers. C'est vous le 3e C'est panier. pas le Exactement. troisième Voilà, panier, c'est vous le 3e panier. Alors, là, la participation aux acquets, c'est un régime qui cherche à concilier les avantages de tous les autres régimes, à savoir que chacun des époux a son panier. C'est donc intéressant pour l'indépendance de gestion. C'est indépendance également en matière de protection vis-à-vis des créanciers. Les créanciers de l'un ne peuvent pas, en principe, poursuivre l'autre. Mais on va aussi partager la richesse. On va partager la richesse, comme si vous étiez marié en communauté réduite aux acquets. Alors, je vais prendre un exemple chiffré. Nicolas crée 100 et Lara crée 150. Si vous êtes marié en communauté, 100 plus 150, ça fait 250. Chacun a droit à 125 le jour de la dissolution du régime matrimonial. Je suis gagnant. C'est normal. Complètement. Il est gagnant. Voilà, il c'est ça. a J'ai travaillé moins et je gagne un il a peu vite plus. compris. Exactement. Mais ça peut se comprendre parce que vous occupez plus de vos enfants communs, par exemple. D'autre part, vous voulez être en participation aux acquets. Alors là, chacun chez soi, mais Dieu pour tous, on va quand même partager la richesse. Pourquoi? Parce que là, vous avez créé 50 de moins. Elle a créé 150, vous avez créé 100. Donc, elle va devoir restituer 25. Donc, elle est bien indépendante, mais on partage la richesse. Ce qui fait que vous faites votre calcul 100 plus les 25 qu'elle vous reverse, vous avez bien 125. Et 150 moins 25, elle a bien 125. 125 On a bien partagé la richesse. C'est ça l'amour. Voilà. N'est-ce pas? Et alors, quelles sont les limites, pas à l'amour, mais du coup Oui, ça c'est mais bien. à ce dispositif? Alors, les limites, vous avez raison. D'abord, c'est un régime qui est mal présenté. Le plus souvent, on vous dit c'est un régime séparatiste qui devient un régime communautariste. Ben, c'est faux, puisque les 100, les 150, ils ont été créés pendant tout le long de l'Union. Donc souvent, comme il est mal présenté, il est mal compris. Ça, c'est assez cohérent. Deuxièmement, une certaine complexité parce que le Code civil n'est pas très bien rédigé. D'accord. Mais à coup pas. Il est rédigé sur beaucoup de choses très bien, et surtout quand il était le Code civil des origines. Mais là, il est mal rédigé, il peut y avoir des erreurs d'adaptation. Donc il faut que le notaire rédige très bien le contrat ou les aménagements pour qu'on ait un bon résultat économique. Troisièmement, la Cour de cassation, en 2019, et puis elle a recommencé le 31 mars 2021, ne nous permet pas d'exclure les actifs professionnels. La pratique, en général, on excluait les actifs professionnels, ce qui se comprend parce qu'on ne voulait pas les partager. Ils sont plus compliqués. Si vous avez créé, et vous avez ici des entrepreneurs, une entreprise qui vaut 1 million, c'est quand même plus difficile à liquider du jour au lendemain qu'un actif immobilier d'1 million. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc c'est une limite. Et puis, dans tous les cas, il faut de la traçabilité, bien sûr. Et un bon régime pour concurrents, peut-être. Alors, c'est un bon régime dès lors qu'il est adapté. On est comme dans la cuisine. Vous choisissez les plats selon vos goûts et vos sensibilités. C'est le régime légal en Allemagne, donc il ne faut pas le regarder avec mépris. D'ailleurs, c'est le régime légal franco-allemand, pour être très précis. C'est un régime pertinent. Néanmoins, effectivement, on a cette nuance de la Cour de cassation qui nous impose de ne pas pouvoir y mettre les actifs professionnels. Ce n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire, de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'est que cette participation aux acquets avec 2 paniers, donc, et pas 3 paniers comme je le disais tout à l'heure. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous retrouver, Laura, pour ce début de semaine et de vous retrouver également. Et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.